Et oui, vous avez bien lu, on a 10 000 € à investir au mois de juillet sur 2 actions. Bienvenue sur Logic Invest. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous décrypter ma stratégie, quelles actions je vais acheter pour le mois de juillet. Elles sont au nombre de 2 et j'ai une troisième option, on va dire, qui s'offre à moi si jamais je n'arrive pas à choper mes prix cibles. Vous l'avez compris sur Amazon et on a une autre société qu'on verra, tout de suite après. On va faire un petit peu la genèse de tout ça. On va, tout expliquer assez rapidement dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez retrouver un, deep dive par mois, un suivi de portefeuille, régulièrement aussi tous les mois avec, des vidéos sur la bourse et sur les actus boursières. Vous êtes au bon endroit les amis. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur mon Reddit, j'y suis un peu moins, mais sur mon Discord où je fais tout simplement mes achats en direct, où je poste mes achats en direct. Pareil pour le compte X, les amis. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta, sur tous mes réseaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est pas encore fait. Mettez un petit pouce, un commentaire si vous aimez mon travail, si vous aimez les vidéos. Ça aide énormément le contenu, les amis. Et on est y part. On va parler un petit peu de ma stratégie au global avant d'aborder Amazon. On va aller sur le portefeuille, hop, on peut le voir ici, on a 14% en TRI, c'est un petit peu descendu parce qu'on a le portefeuille qui a un petit peu souffert hein, par rapport au plus haut du 17 juin, là on avait 19% de perf en un an. En year to day, donc depuis le 1er janvier, on est à 7,5. Le portefeuille c'est pas mal calmé un petit peu, hein. On était quasiment à 10% de perf, on a perdu un petit peu, c'est pas très grave, on a 18% de perf. Pourquoi je regarde à un an? Tout simplement parce qu'on va expliquer la genèse du portefeuille. 2023, je commence à investir en bourse. 2024, je place mes ETF, ma stratégie ETF. 2025, je continue ma stratégie ETF et je passe sur du stock picking. Et 2026, on est full stock picking. Donc on est en train de construire ce portefeuille petit à petit. On peut aller voir un petit peu les positions. On a 3 poches dans le portefeuille. Un portefeuille quality où on a des titres qui souffrent un petit peu. Un portefeuille dividende, un portefeuille ETF. J'ai fait une vidéo sur mon portefeuille ETF, n'hésitez pas à aller la voir. On a le portefeuille dividende et on a le portefeuille quality. Pourquoi je suis très à l'aise avec PPF, etc. Et je trouve que c'est allez, plutôt sympa parce qu'on a un portefeuille, encore une fois, comme je vous l'ai montré, qui s'est créé il y a un an. Donc on a énormément de perf alors qu'on a investi il y a très peu de temps. Et ça, c'est fait parce que j'ai une méthodologie que je trouve assez sympa. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour essayer un petit peu de partager tout ça. J'en ai marre de voir des 3 vidéos de merde avec les top 3 du PEA du moment avec Casey Lore, patati patata, où on regarde juste 2 minutes les graphiques et on fait un vieux DCF pourri avec une zone d'achat intéressante, patati patata. C'est de la merde, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Je vais vous montrer ma méthodologie dans cette vidéo. Comment j'investis 10 000 balles, on n'est pas sur du DCA de 50 € par mois, non. On investit gros et je vais vous montrer comment je fais. Donc on a Nvidia en première partie du portefeuille qui a pas mal souffert, mais à 165 balles, je trouvais qu'on avait vraiment l'opportunité du moment au mois de mars et j'ai rechargé comme un cochon. Mastercard, c'est une position que je souhaitais faire grossir. On est actuellement à 13% du portefeuille à 3500 balles sur Nvidia, sur Mastercard. On va laisser cette position tranquillou pour l'instant. On a Tencent qui souffre pas mal, on verra. Ça peut peut-être être une option du mois de juillet, on verra bien. Microsoft qui souffre aussi, ResMed qui est pas terrible, Google qui a très très bien performé. C'est ma plus vieille entreprise du portefeuille, donc c'est la meilleure perf. Je crois qu'on est à 100% de perf sur Alphabet. On a Booking qui a pas mal up aussi depuis que je l'ai acheté. On a Ferrari qui se comporte très bien, Prada qui est à moins 5% je crois, et Intuit qui est à moins 10, mais je ne suis pas inquiet. Je la renforcerai à un moment donné pour compléter et de finir ma position. Bref, je vous ai montré mon portefeuille quality, mes performances, etc. En étant le plus transparent possible. Maintenant que je vous explique pourquoi je vais investir 10 000 balles certainement sur Amazon et ma deuxième société. Et on est parti tout de suite. Et avant de parler d'Amazon, une des choses les plus importantes à savoir en investissement, c'est que le meilleur investissement est d'investir sur soi-même. Pourquoi? Parce que comme ça, vous serez capable à un moment donné d'augmenter votre DCA, d'augmenter votre flux par année. Et c'est ce qui va commencer à créer énormément de pognon. Parce que une fois que vous saurez analyser les boîtes comme il faut, une fois que vous aurez créé votre méthodologie, si vous êtes capable d'investir assez d'argent, là, vous allez avoir des beaux retours sur investissement. Parce que si vous investissez 50 balles par mois, que vous fassiez 25 ou 30% de performance, ça va vous ramener peanuts. Par contre, si vous commencez d'avoir des DCA à 1000, 1500, 2000 € par mois et vous commencez à faire du 10, 15, 20% de performance, là, vous allez commencer à pouvoir vraiment faire travailler votre argent. Donc, c'est bien ceux qui vous parlent d'éducation financière. La vérité, c'est qu'il faut investir sur vous-même. Changer de boulot, essayer de baisser vos dépenses, etc. Mais entre 20 et 30 ans, j'ai envie de dire, à 20 ans, d'épargner 50 balles par mois, c'est très bien. Maintenant, à 30 ans, si vous n'êtes pas foutu d'aligner 500 balles, il y a un moment, il va falloir changer les choses, il va falloir peut-être changer de boulot, changer de femme, si elle vous prend trop de pognon, mais non, mais sans déconner, vous avez compris le mindset. C'est pas en investissant 50 balles par mois que vous allez commencer à gagner du fric. Oui, vous allez peut-être faire des performances, mais elles seront bidons, voilà, je vous le dis. Vous allez gagner 20 ou 30 € par mois peut-être avec des perfs assez
c'est sympa, mais c'est bidon. Clairement, c'est pas ça qui va vous sauver le cul à la retraite. Donc ça, c'est vraiment le plus important à comprendre. Il faut être capable d'emmener du pognon en bourse et de commencer à investir des sommes dont vous êtes capable de ramener. N'importe qui est capable de placer 1000 balles par mois, je vous le dis, bordel de merde. Le salaire médian, je crois qu'il est 2000 et quelques euros. Vous pouvez très bien aller chercher 1000 euros de DCA par mois. Maintenant, on va parler d'Amazon, les amis, première société dans laquelle on va parler aujourd'hui. Pourquoi je suis intéressé par Amazon? Ça fait un petit moment que je suis intéressé. J'ai pas fait encore ma thèse d'investissement. Enfin, j'ai pas fait mon deep dive sur Amazon sur la chaîne parce que j'en avais déjà pas mal à faire et qu'on va en faire un par mois parce que ça me demande énormément de temps. Donc, n'hésitez pas sur les deep dives à laisser un commentaire, un pouce, à me dire ce que vous en pensez justement pour phagocyter un petit peu l'algorithme et qu'il y ait plus de vues parce que je trouve que mes deep dives, sans me vanter, sont d'une extrême qualité. Donc, on va repasser sur Amazon. Amazon, on voit qu'on a des revenus qui sont en augmentation de 11% par an sur les 5 dernières années, pardon. Et on va enlever les prévisions en vrai, parce que les prévisions, hop, OSEF. Et on avait 100 milliards de revenus en 2016, on a 700 milliards en 2000, 742 milliards d'attendus pour 2026, et c'est tout simplement la boîte qui a le plus gros chiffre d'affaires du monde actuellement, c'est Amazon. Moi, ma tech sur Amazon, c'est quoi? On va aller voir, hop, les revenus d'Amazon, mais moi, je vous décris ma méthodologie, c'est simple. Je fais une thèse d'investissement pour essayer de faire des projections de croissance et dans cette thèse, je veux comprendre le business model de la boîte. OK, est-ce qu'elle a un mode, et cetera? Est-ce que lister les 3 plus gros risques des entreprises, in fine, est-ce que j'ai une conviction dans cette boîte? Si j'ai pas de conviction, c'est ce qui fera que je serai tout simplement paralysé quand la boîte prendra moins 40%. J'aurais pas envie de renforcer parce qu'en fait, je sais même pas ce que j'ai acheté et c'est le cas d'énormément de personnes. Pourquoi? Parce que vous regardez des vidéos où on vous dit, on vous montre 3 graphiques bidons en mode regardez les bénéfices ont augmenté de hop 44% sur Amazon. Putain, faut acheter les gars parce que ça va. Là, on va dire que les bénéfices vont augmenter de 20%. Le prix est sympa, bim, je passe de côté valorisation, je fais un DCF et j'investis. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Faites une thèse d'investissement, comprenez comment l'entreprise gagne de l'argent. Et justement, moi, ce que j'ai compris sur Amazon, hop, je peux peut-être me tromper, attention, hein, je dis pas que je suis le meilleur, je suis pas Warren Buffett, je fais aucun conseil d'investissement, faites vos propres recherches. Et je vous le dis, si vous investissez parce que Pierre, Paul, Jacques a mis du pognon sur des boîtes, vous êtes des têtards en fait. Parce que les gens peuvent se tromper, ils ont fait leur propre thèse d'investissement, s'ils investissent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Et vous n'êtes peut-être pas du tout dans la même stratégie. Peut-être qu'une personne qui va acheter Amazon actuellement, c'est pour la revendre dans 2 ans ou faire un trade, etc. Moi, les boîtes que j'achète, c'est pour les garder 5, 10, 15, 20 ans. Mais chacun travaille différemment et si vous achetez les mêmes boîtes que les influenceurs achètent, vous êtes des têtards parce que vous faites pas votre travail d'investisseur en fait. Et vous n'allez pas perdre et vous allez jamais, en fait, en plus sur un décalage parce qu'au moment où vous allez voir l'achat et que vous allez acheter, peut-être que le cours va prendre 10%, etc. Bref, faites vos propres recherches, arrêtez d'investir sur ce que les autres font. Bref, on va passer maintenant aux revenus. On a 3, on va se remettre en 5 ans, on va dire. On a 3 segments d'activité qui m'intéressent fortement chez Amazon. On a le third party sellers, c'est-à-dire que vous êtes vendeur, vous envoyez votre cam chez Amazon. Amazon va servir de courtier pour vendre votre cam, va se prendre une marge là-dessus et on voit que c'est en croissance de 16% par an sur les 5 dernières années. Donc là, on est très bien là-dessus. Ça, le third party, ça rapporte 172 milliards de CA et on a vraiment Amazon, pour moi, c'est la plus belle boîte. Pourquoi? Parce qu'on a chacun des segments qui est vraiment magnifique en vrai. Chaque segment de revenus, ils arrivent à en rajouter petit à petit. On a Amazon Léo qui va arriver pour concurrencer Starlink, etc. Mais ça, on va pas en parler ici. Je le ferai dans mon deep dive, mais bref, on a vraiment, pour moi, l'entreprise qui a les plus beaux segments de revenus. On a l'Advertising Service Revenu, donc les pubs, en croissance de 28% en CAGR sur les 5 dernières années. On a même les souscriptions qui sont en croissance de 14% par an. Et on a AWS, donc le cloud. Le cloud qui est en croissance de 23% par an. C'est exactement ce que je veux quand je regarde des boîtes, vraiment des grosses croissances. Et on a le All-in Store, donc c'est le Amazon qui vend ses propres produits en croissance seulement de 6%. Et on a les revenus physiques en croissance de 6%. Mais bon, là, c'est pas très intéressant. Les revenus physiques, c'est que 22 milliards. Et l'online store, c'est 269 milliards, mais ça va se faire dépasser très rapidement, je pense, hein, d'ici 5 ans, par le third party seller, donc les sociétés qui vendent directement sur Amazon. Et Amazon fait beaucoup plus de bénéfices grâce à ça. Et ça va se retrouver ici, les amis, ça va se retrouver dans ces foutues marges. Parce que Amazon a 1,6 million de, comment dire, de salariés et on va avoir l'essor de la robotique, etc. Donc on peut imaginer qu'on va avoir moins de salariés, donc une augmentation encore des marges. Et on a depuis 2016, alors qu'on a 2016, on avait 230 millions de personnes, maintenant on en a 1,6 million. On a 1,4 million de personnes de plus de salariés, on a des marges d'exploitation, d'opération.
Les marges opérationnelles, pardon, qui sont passées de 3 à 11. On a des marges brutes qui sont passées de 35 à 50. Pourquoi? Parce qu'en fait, Amazon, tout simplement, vend du cloud, de la pub et des produits d'autres personnes. Donc on a une marge qui augmente encore plus et on a une marge nette qui est passée de 1 à 12. Et je crois qu'on a même une marge, nette sur le dernier quarter qui est passée à 16 en fait. Donc si vous jouez quand on regarde ce foutu revenu, si vous jouez une augmentation des marges, un doublement des marges sur les 10 à 12 prochaines années, ce qui n'est pas du tout impossible pour Amazon, vous avez tout simplement un doublement quasiment, des bénéfices qui vont arriver sur Amazon. C'est, quasiment, j'aime pas dire ce mot-là, mais c'est, presque certain sur Amazon. On a vraiment un business qui est résilient et on a, des employés malheureusement qui vont commencer à se faire jarter grâce à tout ce qui va être robotique dans les 10 à 15 prochaines années. Ça va pas se faire via 2030, ça va se faire surtout, je pense, entre 2030 et 2035. On va parler maintenant, pareil, on va aller voir les finances. Très peu de gens regardent, une chose qui est hyper importante dans les finances, c'est la marge d'EBITDA, les amis. La marge d'EBITDA, bon, bien évidemment, je suis sûr que, 60 des gens, allez, je vais balancer un chiffre au pif, mais 60 des finfluenceurs sur YouTube ne savent même pas ce qu'est l'EBITDA, donc c'est les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. Pourquoi c'est intéressant du côté d'Amazon? On voit qu'on a énormément, de CAPEX qui ont été engloutis pour faire des, centres, de tri et cetera, donc pour pouvoir vendre et on a une marge d'EBITDA qui n'arrête pas d'augmenter depuis 2016. On a 21. On n'arrête pas de l'augmenter cette marge-là et on a des flux de trésorerie, donc les operating cash flow juste avant les capex, hein, donc vous rajoutez les capex et vous avez les free cash flow en augmentation. Pareil, on a 148 milliards pas si on se rend compte, d'operating cash flow sur Amazon. Et ce chiffre-là ne fait que grossir. On a vraiment une boîte qui travaille très très bien. Et on a juste, on va dire, les retours sur capitaux qui sont en train d'un petit peu de descendre, mais on a eu énormément comment dire, d'investissement, donc c'est normal. Et on a un dette qui est à 209 milliards, qui a pas mal augmenté. Pourquoi ils font ce pari-là? Parce que pour eux, il y a une telle demande pour le cloud en fait, qu'ils sont, à l'aise avec le fait de s'endetter. Ils font même, une dilution d'actions. Mais pour eux, ils voient tellement, comment dire? Et ça se vérifie dans le chiffre d'affaires, en fait. Et le jour où les capex vont commencer à se calmer, horizon 2030 et où, ce revenu va se transformer en bénéfice et se transformer en capex parce que tu auras en free cash flow, pardon, tu auras moins besoin de capex. Là, on va avoir une boîte qui sera ultra rentable. Ils pourront rembourser les dettes, commencer à faire, du, rachat d'actions. Il y aura pas de problème là-dessus. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faudra commencer à se positionner sur Amazon, on va parler côté valorisation, mais je trouve que à l'heure actuelle, on a une boîte qui est sous-valorisée, hein. Donc moi, j'étais très conservateur. J'ai pris les operating cash flow en termes de métriques. Je vais pousser ma tête, hop, on va se mettre par là. Et j'étais conservateur à 11 de croissance des operating cash flow. On a un multiple final, donc 18 fois les operating cash flow dans 5 ans. Je trouve que c'est pas déconnant. La médiane de 10 ans, elle est à 23. Donc, je pense qu'on va se prendre une belle marge de sécurité là-dessus. Pareil pour les croissances de operating cash flow. On aura un prix juste à 235 $. Maintenant, si on se. Là, je me suis edgé. Mais si on est un peu moins conservateur, moi, je trouve que le prix juste d'Amazon, actuellement, il est autour de 250 $. Donc, on a un juste prix et on aurait une marge de sécurité de 10% pour faire du 14% par an. Maintenant, on va quand même, hop, être conservateur. On voit que ça se paye actuellement 17 fois les operating cash flow. Le marché met une petite décote sur Amazon, voilà. Et on n'a pas forcément le vent en poupe du côté d'Amazon, mais pour moi, encore une fois, j'ai des convictions en cette boîte. C'est pour moi la meilleure boîte au monde. Et actuellement, le prix est sympa, donc je vais rentrer sur Amazon. Je vais me laisser un petit peu de temps. J'imagine que on pourrait avoir une petite baisse là sur le Nasdaq, etc. dans les petits jours qui suivent. En plus, on a les Américains, je crois qu'on retapait l'Iran quand je fais la vidéo, donc on n'est pas à l'abri, voilà, d'une petite baisse. Et je pense qu'en dessous de 130, je commencerai commencer d'initier une position. Je vais rentrer par palier, comme ça, si ça baisse, je renforce. Si ça monte, tant pis, je suis rentré peut-être au plus bas, mais je garde un petit peu de liquidité. Je vais pas mettre directement. Je crois que c'est 6 000 qui est prévu sur Amazon. Enfin non, c'est 5 000 qui est prévu sur Amazon et on doit avoir 3 ou 4 000 sur la deuxième société. Bref, on va aller voir un petit peu plus tard la deuxième société, je vais tout vous expliquer. Ça s'achète à 27 de PE, donc c'est pas non plus les soldes du siècle, mais on a le forward PE là par contre qui est tronqué parce que ça s'achète pas à 25 fois le forward PE. Parce que vu la croissance qu'il y a en fait, le forward PE est un petit peu tronqué, je crois que ça s'achète un petit peu moins cher, il y a un petit bug là-dessus. Mais ce qu'on peut regarder, c'est que le prix sur Operating Cash Flow, les amis, on est quasiment au plus bas quand ça avait touché les 200 $ là, il n'y a pas très longtemps, ça s'achète 15 fois. Là, ça s'achète 17 fois. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a eu un trimestre qui est arrivé en fait. On a un trimestre de validation d'Operating Cash Flow
en très grosse hausse. Donc en vrai, on est sur des achats, sur un achat qui est sympa et on va dire que l'entreprise n'a pas forcément énormément bougé, donc ça a compressé les marges, enfin ça a compressé pardon les métriques de valo et voilà, c'est-à-dire qu'en 2025 ça s'achetait déjà à 255 balles. Là, ça s'est payé moins de 200 en vrai au mois de février quand il y a eu le commencement de tout le bordel en Iran. Si on affiche, hop, mon prix juste on est là, la moyenne mobile des 200 jours, on aurait un moment assez intéressant pour acheter. Moi, je vais me positionner sur Amazon, clairement. Je vous dis encore une fois, aucun conseil en investissement, j'ai fait mes thèses, etc. Je ne l'ai pas acheté à 200 balles au mois de mars ou avril, et vous allez me dire pourquoi t'as pas fait ça? Parce que je suis rentré massivement sur Nvidia. Je trouvais qu'Nvidia à 165 dollars, c'était pour moi le meilleur deal de l'époque, et je me suis dit Amazon aux alentours de 220, 230, même 200, on va pouvoir la revoir. Nvidia, j'en étais pas sûr de pouvoir la revoir à ce prix-là, donc c'est pour ça que j'ai préféré en acheter. Maintenant, Nvidia est en train de redescendre à 190 dollars. Peut-être que j'ai fait une erreur, j'aurais peut-être dû aussi rentrer sur Amazon à ce moment-là. Mais pour moi, on est clairement sur une opportunité. Alors, je ne vais pas dire de la décennie, mais on est sur une très belle opportunité et je devais me positionner dessus. Malheureusement, moi, j'ai eu peur de même pas pouvoir me positionner dessus, hein, parce que par rapport au plus bas, on avait touché le all-time d'Amazon, ça avait fait plus 35%. Je me suis dit, bah voilà, encore une opportunité de gâcher. Mais en fait, il faut être patient, les amis. Il faut être patient. Chaque entreprise, à un moment donné, va retomber à un prix sympa. J'en avais acheté au tout départ d'ailleurs, j'en avais acheté à 130 balles que j'avais revendu. Mais attendez, j'avais 2 actions, je crois. Mais c'était ma toute première action que j'ai achetée en bourse. Je m'en rappelle, j'avais 2 actions, c'était pour simplifier un peu le portefeuille, j'en avais vendu, c'était pas que je croyais pas à la boîte ou autre, mais j'étais dans la période où je finissais mon DCA sur ETF parce que encore une fois, je me prends pas pour Warren Buffett. Peut-être que mon stock picking à un moment donné va pas être hyper excellent, peut-être que je vais me tromper et j'ai au moins ma base ETF pour me dire voilà, j'ai au moins la botte de foin si j'arrive pas à trouver l'aiguille pour surperformer. C'est vraiment la stratégie que je voulais faire. Avoir une base au moins de 30% d'ETF et 70% de stock picking sur les 3-4 prochaines années. On est à 50% actuellement, donc on va faire grossir tout ça et on va passer maintenant à la deuxième société. Et deuxième société où on va commencer à placer pas mal d'argent sur ce mois de juillet, j'ai nommé MSCI. Les amis, MSCI, c'est très simple à comprendre. Vous avez deux segments très importants de revenus. Vous avez un premier segment de revenus récurrents, donc c'est les abonnements à 70%, plus de 70%, même 72% de revenus. Donc les clients BlackRock, Amundi, les fonds de pension vont payer un abonnement annuel fixe pour avoir le droit d'accéder aux indices, aux données ESG, au logiciel de gestion de risque d'MSCI. Et ce sont des revenus ultra prévisibles. Et vous avez une partie commission lorsqu'un émetteur crée un ETF, admettons le iShare, je sais pas moi, MSCI World, Tartampion, bref, vous allez payer tout simplement à MSCI qui est en fait le gestionnaire enfin pas le gestionnaire, mais celui qui va gérer l'indice, pardon. MSCI va toucher une part de l'argent total placé dans les ETF. Et en fait, vu que vous avez un essor mondial des ETF, vous avez tout simplement MSCI qui gagne de plus en plus d'argent automatiquement. Donc on a deux revenus ultra résilients, ultra croissants avec des revenus qui ne sont pas forcément récurrents et fixes sur l'asset base operating revenu. Mais en fait, vu que vous avez une croissance des ETF, vous avez ces revenus qui arrivent à croître hyper rapidement. Donc là, on a vraiment une boîte qui est très intéressante en termes de revenus et on a justement des revenus qui ne sont pas non plus explosifs, hein, 10% sur les 10 dernières années. C'est pas non plus, on n'est pas sur une croissance de zinzin, mais par contre, on a des revenus hyper récurrents et c'est ce qu'il faut. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse aussi dans mon portefeuille. Pas avoir que de la tech. On a en termes de bénéfices 17% de croissance sur les 10 dernières années, 14 sur les free cash flow et sur le dernier quarter, on a une boîte qui a fait croître son chiffre d'affaires de 14%, donc bien mieux que les 10 dernières années en CAGR. Donc on a encore une augmentation, une accélération sur MSCI. Hop, on va aller voir les marges, les amis. Et là, du côté des marges, asseyez-vous, attachez vos ceintures, c'est de la folie. On est passé de 78% à 83% de marge brute, 55%, enfin de 42 à 55 sur les marges OP et de 23 à 41% sur les marges nettes. On a une boîte qui bosse excellemment bien, clairement, et on va aller voir côté valorisation. C'est en train de se tasser, les amis. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de gens qui ont acheté alors que c'était très très cher. La valorisation a quasiment pas bougé depuis 5 ans. Et là, pour moi, on a des niveaux de valo qui commencent à être sympas. On a des retours sur capitaux qui sont incroyables, hein. Donc le ROE, il est faussé parce qu'on a fait du rachat d'actions comme des cochons. On a effacé 23% du flottant sur les 10 dernières années sur MSCI. Pourquoi? Alors qu'on a acheté, je trouve, à des prix qui étaient chers, mais bon,
Pour eux, ils avaient l'impression qu'en tout cas, ils achetaient, une entreprise qui enfin, le prix de la boîte était pas cher, mais pour moi, entre 2020 et 2024, on a une boîte quand même qui s'est payée assez cher, mais bon, ils avaient pas forcément d'autres idées de réallocation de leur pognon et ça peut s'entendre en vrai. Si tu pas envie d'augmenter et encore, ils ont augmenté le dividende de 19 par an sur les 10 dernières années. Mais ce qui leur donne en fait un niveau de payout de seulement entre guillemets 42 alors que le dividende, il a augmenté de 22 par an, quoi. C'est ce que tout simplement Air Liquide et cetera ne peuvent pas faire. Quand vous n'avez pas de buyback massif, en fait, vous pouvez pas augmenter votre dividende, drastiquement ou alors il va falloir, créer du free cash flow en veux-tu en voilà. On a énormément de dettes, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont émis de la dette. La dette, pour eux, heu, leur coûtait moins cher que de racheter leurs actions tellement que leurs actions étaient «pas chères» entre guillemets, donc ils se sont dit: «C'est beaucoup plus intéressant d'émettre un petit peu, de dette et on n'a pas de problème là-dessus et on a aussi un PDG qui rachète ses actions comme un cochon, qui a du skin in the game et ça pareil, je l'entends trop peu quand je vois des analyses d'actions. Regardez qui est à la tête, regardez l'actionnariat, qu'est-ce que fait le PDG? Est-ce qu'ils sont alignés avec les actionnaires? Est-ce que, les promesses sont tenues et cetera? Comment ils sont payés? Vous avez le PDG, je crois que c'est Fernandez Henry, qui a énormément de bonus si la boîte fait du x2 en bourse. Donc est-ce avant 2030 en plus, hein. Est-ce que c'est possible ou autre? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est toujours important de le savoir, les amis. On va passer du côté maintenant finance, pareil, des choses que je ne vois absolument pas. Est-ce que la marge d'EBITDA continue d'augmenter? Oui, on est passé de 49 à 62, c'est de la folie. Le flux de trésorerie de 442 millions de dollars à 1,5 milliard et le PEG ratio, tout simplement le PEG ratio, pareil, vous allez me dire, mais qu'est-ce que le PEG ratio? Et c'est un indicateur que j'aime bien regarder. Je n'investis pas que grâce à ces indicateurs, à ces métriques, mais c'est important de le voir, les amis. Le PEG, il se calcule très facilement en divisant le PER par le taux de croissance attendu de ses bénéfices. Donc bien évidemment, c'est des prévisions, il faut toujours être comment dire? Conservateur avec les prévisions, à ne pas les croire, sur parole. Mais, la dernière fois qu'on a vu un PEG ratio sur MSCI aussi bas, on l'a eu au mois d'avril. La boîte a pas mal remonté, elle s'est réécrasée un peu la gueule. On a un PEG ratio d'1,4. En dessous, d'1 point, on a, généralement un PEG ratio, qui est hyper intéressant, mais 1,4, on les a pas vus depuis, depuis ici 2024, on ira voir le prix de l'action et va falloir remonter même avant le covid, hein. Ouais, c'était 2019 en fait le PEG ratio, à 1,4. On n'a jamais eu ça sur MSCI, pourtant on a une boîte qui continue, comme on l'a vu avec les marges, de faire croître, toutes ces, indicateurs, donc les marges nettes, les marges OP, la marge EBITDA, le flux de trésorerie dispo. On a vraiment tout qui est au vert du côté, des MSCI et pourtant on a un titre, bah, en fait si on regarde le cours de bourse, il a fait que, il a pas fait grand chose en vrai en 5 ans. Hop, on va regarder là. Allez, on va dire que vous avez acheté à 569. J'ai acheté à 569 et on a fait du moins 1% sur 5 ans, ça n'a rien fait. Pourquoi les amis? Parce qu'en fait le titre était beaucoup trop cher. Côté valorisation, ça se payait je crois, est-ce que je peux voir le PE ici? Parce que je crois qu'on a un bug sur Bagger malheureusement. D'ailleurs n'hésitez pas à tester Bagger, vous avez 14 jours totalement gratuits. Après, vous avez 10% de réduction, c'est totalement la meilleure appli et je prépare une vidéo sur Bagger, donc je vais pas trop en parler ici. Mais j'ai ma prochaine vidéo, elle est destinée à Bagger. C'est clairement l'outil pour tous les francophones, le meilleur outil. Si vous faites du stock picking, c'est le meilleur investissement, j'ai envie de dire. Après vous-même, c'est Bagger, le meilleur investissement. Et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai pas le PE, j'ai le forward PE, mais par contre le PE, on va le retrouver ici. Ne vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut. Hop, et le PE, les amis. Voilà, le PE, ça s'est payé 78 fois les bénéfices en 2021. Donc pourquoi acheter une entreprise beaucoup trop chère est un mauvais investissement? Bah, vous avez totalement la corrélation ici. Là, ça s'est acheté 31 fois les bénéfices. Là où on avait le PEG ratio à 1,4, on a vu qu'on avait le PE, donc le prix sur le bénéfice, qui était le plus bas. Et là, ça se paye 31 fois les bénéfices actuellement. Donc on n'est pas non plus sur des soldes du siècle, mais on voit que la boîte est très peu soldée. Pourquoi? Vous avez des revenus récurrents, vous avez des revenus fixes, et ça se paye les amis. Mais par contre, ça, ces genres de boîtes-là, il faut les acheter sur des replis, il faut les acheter sur des niveaux intéressants. Et actuellement, on est sur un niveau intéressant. Hop, si ouais, même là, même en un peu plus bas qu'actuellement, ouais, faut retourner en 2019 où ça s'achetait 25 fois les bénéfices. Mais on avait comment dire des marges, et cetera, qui étaient beaucoup moins bonnes. On a un business qui s'est amélioré, on a tout qui s'est amélioré dans l'entreprise, la marge d'EBITDA, et cetera. Bref, je vous le refais pas. Et on a un prix qui est exactement le même qu'avant. Donc là, pour moi, on a une fenêtre de tir pour surperformer les indices. C'est comme ça qu'il faut travailler, en fait. Faut arrêter de regarder Jean Pipas qui vous dit que, comment dire, qu'Essilor, c'est super bien. Essilor, c'est de la merde. Et on va aller le voir après. Essilor, à investir actuellement dans Essilor, c'est beaucoup trop cher. Mais si vous faites pas ce boulot-là de regarder quel était le PEG avant, quel était le PE, quelle est la marge d'EBITDA, est-ce que l'entreprise travaille bien, connaître les revenus de l'entreprise, on peut aller voir
Hop, on va aller voir ici, côté actionnariat. Est-ce que, l'actionnaire, enfin, est-ce que le CEO est skin in the game ou pas? On a notre bon vieux Fernandez Henry qui arrête pas, pardon, d'acheter des actions. Ce petit cochon, donc pour lui, l'entreprise est beaucoup, trop, basse actuellement, donc il en achète. Il en est où alors attendez, achat, donc il en a acheté le 25 juillet, il en a racheté le 24 et il a acheté, ouais, 48 000 $. Il a acheté 6 millions, le frérot. Il a acheté, non, il en a racheté 6 millions encore. Ouais, c'est ça, il en a racheté 6 millions le 5 décembre. Il en a racheté tac, 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 il en a racheté le 13 février, le 17, enfin lui, il en achète tout le temps, quoi. Mais il a acheté sur des comment dire? Des prix qui étaient intéressants pour lui. 517 $, c'était intéressant. 524, c'était intéressant. Il en a racheté où? Je l'ai vu là. Là, il a eu un don, bah, il a dû avoir il a dû avoir voilà, il en a racheté ici aussi, à 559 $. Il en a racheté pour 2 millions. Bref, on a un mec qui est skin in the game, c'est le CEO. Lui, il va avoir d'énormes bonus s'il arrive à doubler la valeur de l'entreprise jusqu'en 2030. Est-ce que c'est possible? J'en sais fichtrement rien. Moi, je suis parti avec un prix juste de 12% de croissance des free cash flow par action, un prix tout free cash flow de 25. On peut voir que la médiane est à 33. On se protège le QQ, hein. On a une croissance des free cash flow de 17% sur les 5 dernières années. Mais pareil, on se protège. On fait un 12% et on aurait un prix juste autour de 550. Donc je vais ouvrir une position sur MSCI dans la semaine qui arrive. Je vais voir un petit peu le jour, je vais voir un petit peu comment ça réagit tout ça. À part si Amazon et MSCI la semaine qui arrive arrivent à 30% de perf en 4 jours. Bon, bah là, j'aurais peut-être laissé passer l'idée, mais bref, en se protégeant un peu le cul, voilà, vous voyez que clairement, je pense que ça peut se payer 28 fois les free cash flow. On arrivera à un prix juste de 616 $. Moi, je trouve que le prix actuel des Messi, la fair value, ça serait à peu près ce prix-là. Maintenant, on va essayer de se protéger un petit peu les fesses quand même. Et depuis 10 ans, ça se paye 33 fois les free cash flow. Moi, je trouve que ça commence à être sympa sur MSCI. Et encore une fois, on va construire la position petit à petit. Si jamais ça baisse, je ne suis pas dans le secret des dieux, j'ai pas de boule de cristal, on remettra un billet sur MSCI. Mais c'est comme ça, en tout cas, que moi, je compte battre les indices année après année. Et j'ai pas de problème là-dessus. C'est ma méthode de travail, une thèse d'investissement. On regarde le quantitatif, etc. On regarde combien ça se paye par rapport à son historique, si la boîte arrive en plus à mieux travailler, et c'est exactement ce qu'on voit dans ce foutu onglet finance en fait. Les métriques qu'on a là, c'est quoi? C'est la boîte qui travaille de mieux en mieux, marché EBITDA amélioré, flux de trésorerie amélioré, on a un PEG ratio qui baisse, on a un PE ratio qui est de retour au niveau de 2019, alors qu'on a une boîte qui est totalement différente. 2019, ça faisait quoi? Ça faisait 500 millions de bénéfices, hein, ça faisait 1 milliard de revenus. Là, on n'a pas triplé, on a doublé, pardon, les revenus. Et on a quasiment, on va dire, triplé les bénéfices sur l'année qui arrive. Et pourtant, ça se paye toujours aussi cher. Enfin, ça se paye toujours le même prix. Donc là, pour moi, on a vraiment un signal d'achat qui va être intéressant. Encore une fois, n'investissez jamais parce que j'investis dans une entreprise. Faites vos propres recherches. N'investissez jamais parce que quelqu'un le fait. Et là, on va passer vite fait à Essilor, la saucisse. Et on va parler d'Essilor, vous l'avez compris. Et voilà, on vous vend Essilor comme ça. Regardez, bordel de merde. On a perdu 46% de sa valeur. C'est totalement. C'est de la folie en fait. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire de la décennie. Et pourquoi en fait c'est de la merde de raisonner comme ça, juste en regardant un cours de bourse qui descend ou autre, si vous n'avez pas fait le taf en fait, c'est que ce qu'il faut savoir sur Essilor, vous avez, bien évidemment, énormément de marques qui sont en collaboration avec eux, mais qui vous dit que Prada, Burberry et cetera, dans 5 ans, une fois que les contrats se seront finis, alors j'ai pas la date des contrats en tête, mais une fois que les contrats de partenariat seront finis, qui vous dit qu'ils vont pas aller avec un acteur chinois qui va se pointer, qui fera des verres, qui fera et cetera, la même chose qu'Essilor, en moins cher, en fait? Où est le moat d'Essilor? Moi, c'est exactement ce que je me suis demandé quand j'ai fait le deep dive d'Essilor. J'en ai fait sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais où est ce foutu moat d'Essilor, en fait? Et me dites pas que faire des verres et des montures connectées, il faut un savoir-faire de zinzin en fait. On n'est pas, sur des on n'est pas sur le GPU d'NVIDIA. Donc moi je trouve clairement que la boîte n'a pas de motte et ça me fait peur. Donc une boîte qui a pas de motte, j'ai pas envie de la payer à des valorisations de malade et on va aller la voir après en fait cette valorisation-là. Et les gens qui vous disent: «Ouais mais en fait, il y a plus en plus de gens devant les écrans, du coup tout le monde va avoir des verres et cetera». Oui OK, mais est-ce que c'est eux qui vont les fabriquer? Rien ne vous le dit en fait. On a une boîte qui travaille très bien côté revenus, oui, c'est passé de 6 milliards à 28 milliards. Par contre, côté, bénéfices, c'est bien moins, chantant. Donc ça, j'aime pas les entreprises qui arrivent pas à faire croître les bénéfices et les free cash flow plus vite que les revenus. Ça veut dire que les marges sont pas bonnes et on va aller les voir après. Les free cash flow, c'est 15 d'augmentation, donc ça, c'est plutôt pas mal. Les bénéfices, c'est 11, ça, c'est beaucoup moins bien. Et surtout les marges, en fait, on va aller les voir, mais les marges, c'est de la daubasse complète, hein, sur, hop, sur,
Sur Essilor, on a des marges brutes qui stagnent, on a des marges OP qui se sont pété la gueule, hein, qui étaient de 18% en 2015 à 12% et une marge nette de 8% alors qu'elle était de 12% et une marge de free cash flow de 12 qui est passée à 12. Donc la marge de free cash flow reste stable, mais on a en plus des dépenses qui se sont ouais, qui sont assez stables dans les capex. On a des rémunérations en actions en plus. Alors ça, je comprends pas du tout pourquoi on a ça chez Essilor, mais bon, c'est comme ça. On a des actions en circulation qui montent parce qu'apparemment vous avez une action gratuite ou un dividende en plus, je sais pas trop quoi. Enfin bref, ça c'est pareil, c'est de la merde. Ce qui les empêche du coup de monter le dividende. Parce qu'en fait, si tu as plus d'actions en circulation, ton dividende, tu peux pas forcément trop l'augmenter. Sinon, tu te prends un payout ratio de zinzin. Donc ils l'ont quand même augmenté, mais il était quasiment il était famélique le dividende, hein. Il donnait combien? Il donnait 200 millions et là maintenant il donne 500. Donc bon, ça reste tenable pour la boîte, mais par contre, j'aime pas du tout leur action en circulation. Après, côté dette, c'est pas si mauvais que ça. Et côté retour sur capitaux, c'est très mauvais du côté des Silor. Donc, on a vraiment une croissance qui est pas terrible en vrai de la boîte. On a une bonne prédictibilité du CA, mais bon, j'ai envie de dire, c'est peut-être le seul point positif. Mais encore une fois, quand t'as pas de motte, comment tu vas défendre cette prédictibilité-là, en fait, dans les années futures? Maintenant, côté finance, moi, ce qui me choque, c'est qu'on a une marge d'EBITDA, pareil, il n'y a aucune croissance de marge d'EBITDA, donc on a une entreprise qui n'arrive pas à travailler mieux. Par contre, en termes de flux de trésorerie, d'exploitation, là, c'est beaucoup mieux. Maintenant, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils arrivent à avoir plus de cash, et le cash, ils l'utilisent mal, parce qu'en fait, vous n'avez pas vos marges augmentent, vous n'avez pas les marges d'EBITDA qui augmentent, donc le pognon, en fait, il est dilapidé, alors que vous gagnez plus de pognon, mais malheureusement, le board n'arrive pas à utiliser ce pognon comme il faut. Maintenant, voilà, on voit côté valorisation, moi, tous ceux qui crient c'est génial, 68 euros sur Essilor, ça s'achète 33 fois le PE en fait, 23 fois en forward. On attend une énorme croissance, mais il va pas falloir commencer à parler chinois du côté d'Essilor pour les futurs trimestres. Et moi, ça me fait peur, carrément. Ça achète 14 fois les operating cash flow, c'est pas très très cher en termes d'operating cash flow, mais moi je trouve clairement que en termes de free cash flow par action, mon petit DCF que j'ai fait, moi, c'est 6% de croissance, un prix sur free cash flow de 21 et ça se paierait 143 euros. Et même à 143 euros, j'irais pas mettre ma maison dessus. Et là, clairement, on est sur des zones beaucoup trop chères pour moi pour Essilor. Et pourtant, à chaque fois, je joue ce foutu YouTube, je vois 10 vidéos sur Essilor, PEA, patati patata, l'opportunité du siècle. Non, Essilor, ce n'est pas l'opportunité du siècle. Le PEA, c'est très bien, mais je vous le rappelle encore une fois, si vous faites 1% de perf de plus sur votre CTO, l'avantage fiscal du PEA ne sert à rien. 1% de perf, alors que vous avez toutes les boîtes du monde sur CTO, alors que sur PEA, vous êtes capé aux boîtes européennes. Il y a des très belles boîtes en Europe, et Essilor, pour moi, n'en fait pas partie, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je trouve qu'on est trop cher. On est trop cher actuellement sur Essilor. Maintenant, il va falloir valider les résultats. Si les résultats arrivent à tomber et que c'est intéressant, peut-être. Moi, je n'irai pas là-dessus. Et protégez-vous, protégez votre portefeuille, travaillez comme il faut, faites vos tests d'investissement, regardez les finances, etc. Regardez si la boîte, avec le pognon qu'elle gagne, elle arrive à faire croître ses marges. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un loup, les mecs, c'est qu'il y a un problème sur l'entreprise. Ça veut dire qu'en fait, ils brûlent du cash pour faire croître leur CA. Et au bout d'un moment, ça sera pas tenable. Donc moi, clairement, pour moi, on est sur une value trap sur Essilor. Et j'ai pas du tout envie de me positionner dessus. Si on était peut-être à 16 ou 17 de PE avec 13 ou 14 de PE forward, je me dirais ouais, là on a vraiment une opportunité. Là clairement pour moi ce n'est pas une opportunité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce, un commentaire, me retrouver sur les réseaux, que ce soit sur ma page Facebook, sur mon compte X où je posterai mes achats à la minute près. Pareil pour le Discord, idem sur Instagram les amis. Et n'oubliez pas la chose la plus importante dans votre parcours d'investisseur, c'est qu'investir est une formidable raison d'être heureux.